cet après-midi Nicolas Chaban dans un contexte un peu particulier puisque Nicolas est sur la route. Donc nous avons un duplex et je crois qu'il m'a mis le trouillomètre à 0 aujourd'hui. Entre ce matin, je ne peux pas être sur le studio mais je serai là et il a tenu parole. Merci Nicolas. Donc nous avons... Vous m'entendez Anne-Marie? Ouais, parfait. Merci beaucoup Nicolas. Le retour et son est impeccable. On a un petit mot, hein, c'était pour tester votre grande capacité à vous sortir de toutes les situations. Donc voilà, c'est fait aujourd'hui. Oui. Non mais il y a quand même un petit avant. Regardez, alors dans 5 minutes, je vais être garé. Hein. Ah. Donc on sera beaucoup plus au calme. Mais bon, à toute chose, malheur est bon. Regardez, je vais vous montrer. Le temps que vous vous gariez, Nicolas. Le temps que vous vous gariez, Nicolas et que voilà, le temps que vous vous gariez, Nicolas, je vais faire la petite introduction, voilà, pour poser un petit peu le personnage que vous êtes, et ça va vous laisser, voilà, d'avoir un réseau beaucoup plus fluide pour nos étudiants. Ils sont quand même plus de 1200 en direct. Donc, c'est avec un grand plaisir que l'on vous accueille aujourd'hui, puisque vous ouvrez le premier live de la masterclass. Alors, je vais vous présenter très rapidement pour les étudiants qui est Nicolas Chaban, parce que vous faites quand même beaucoup l'actualité en ce moment. Alors, beaucoup connaissent sans doute la petite bouteille bleue que j'ai avec moi, qui a été le démarrage de cette grande aventure. Vous êtes petit-fils d'agriculteur et vous avez évolué professionnellement dans un groupement de producteurs du Sud-Est et de Bretagne, spécialisé dans l'agroécologie et la qualité. Un travail déjà sur la variété gustative et les fruits de saison pour ramener le goût au rayon. Il faut dire que nous, consommateurs, sommes souvent, hélas, conditionnés par la grande distribution. Si le fruit n'est pas calibré, car il est pourtant à maturation et qu'il n'est pas très joli, il ne trouvera pas grâce dans les différents étals des supermarchés. L'idée est alors, venue chez vous, de ne pas les jeter, mais de les vendre 30% moins cher. En 2012, c'est la mise en ligne du site « Et si on arrêtait de jeter les fruits et les légumes ?» devenu les gueules cassées. L'idée était déjà d'impliquer indirectement les consommateurs via des associations, la grande distribution et les producteurs pour alimenter cette réflexion. En 2015, c'est la crise du lait suite à la fin des quotas laitiers et l'ouverture des marchés. Là, c'est la stagnation des exportations, l'augmentation de la production. Et l'impact sur les producteurs est terrible. Bien évidemment, les prix qui leur sont payés sont en chute. Sans plus attendre, en 2016, du coup, vous êtes touché ainsi que Laurent Pasquier, qui est avec vous encore dans cette aventure, qui avait déjà travaillé aussi, lui, dans une première application mobile française d'information sur les produits alimentaires, en les scannant avec un code barre. Vous êtes touchés tous les deux par cette situation et l'idée est de créer une marque pour permettre, je vous cite, à nous tous consommateurs de reprendre la main, notre consommation et de soutenir les producteurs en les rémunérant à un juste prix, en leur permettant de vivre de leur travail. Alors tout de suite, on va regarder une courte vidéo qui présente C'est qui le patron. Le jour où on est rentré dans la démarche C'est qui le patron, en fait, c'était une bouffée d'oxygène monumentale. D'une part, j'ai des produits qui me conviennent parce que je sais ce qu'il y a dedans, et eux, je vois que ça a complètement changé leur vie. Voilà, donc vous avez pu voir un petit peu en résumé c'est qui le patron. C'est une magnifique aventure. Les chiffres sont très impressionnants. On a 11 000 sociétaires,
3000 producteurs soutenus et quand même 280 millions de produits vendus depuis le lancement. Nicolas, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter l'histoire de cette petite bouteille que vous avez avec vous dans la voiture et que moi j'ai également sur le plateau? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet avant-goût, cette opération, puisque ça n'a pas été, je pense, un long fleuve tranquille, il a fallu se battre. Comment voilà, embarquer les producteurs, les mettre en confiance, comment ont-ils été séduits? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure? Avec plaisir. Alors, merci déjà pour l'invitation. Désolé pour ce petit imprévu, mais bon, ça nous permet de quand même nous parler. Et merci à tous ceux qui écoutent à l'autre bout. Cette aventure, elle est née en 2016, fin 2016. Vous l'avez dit, on s'occupait et on s'occupe toujours des gueules cassées, ce sont les fruits et légumes, avec des petits défauts d'aspect qui sont jetés parce que le cahier des charges n'a pas prévu qu'ils pouvaient être aussi bons que les autres. En gros, je le fais à chaque fois, je ne vais pas déroger à la règle, je vous rappelle que pour le gaspillage alimentaire, pour redonner une idée à tout le monde de l'urgence de faire quelque chose, c'est chaque année en France, c'est 10 000 tonnes. Pour vous donner une idée de 10 000 tonnes, c'est le stade de France rempli à ras-bord. Ceux qui ont été dans ces immenses stades, il faut imaginer ce que c'est que de la nourriture qui ne voit pas un estomac humain, alors qu'elle est parfaitement consommable, et qui, pour des raisons parfois invisibles à l'œil nu, parce qu'on parle beaucoup des fruits et légumes, vous avez des céréales petit déjeuner, il faut un cahier des charges, soit, si le cahier des charges dit 4 mm ou 10 mm, à 11 mm, l'ordinateur le voit, même pas un œil humain, donc c'est une aberration, évidemment, il faut lutter contre, et on continue à le faire, et on relance d'ailleurs encore plus les gueules cassées. Donc pour C'est qui le patron, le contexte de l'époque, c'était une présentation à l'ONU des gueules cassées par le ministère de l'Agriculture, et il y a une discussion avec un conseiller, tout est parti de là, qui à la fin de cette discussion autour des gueules cassées nous a dit, côté consommateur, parce qu'on a toujours été un collectif de consommateurs, on est une coopérative, c'est important de le rappeler, on est dans un système collaboratif, collectif, donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à quelque chose pour les producteurs de lait, parce que le ministère avait des signaux très alarmants, toujours aujourd'hui, hélas, un suicide par jour chez les producteurs, parce que en bossant 7 jours sur 7, les producteurs de lait n'arrivaient pas à gagner leur vie, et souvent même perdaient de l'argent en se levant chaque matin. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire, parce que dans cette discussion, je me rappelle avoir posé une question, combien il manque sur un litre de lait? Qu'est-ce qui manque pour qu'un producteur gagne sa vie? 1 euro, 2 euros, quelques centimes. Et la réponse est arrivée, c'était 8 centimes par litre. Et la deuxième question qu'on a posée, c'est combien on boit de lait par an et par habitant? 50 litres. Et quand vous faites cette addition assez incroyable, cette multiplication incroyable, 8 centimes fois 50 litres, vous arrivez à 4 euros par an. Et là, pour la première fois, on n'était pas fin 2016, on était en été 2016, on se rend compte que si on rajoute 4 euros sur nos achats de lait, le producteur retrouve le sourire. C'était complètement accessible selon nous, et c'est comme ça qu'est née cette brique de lait, que toutes les grandes marques ont refusé en disant « Oh là là, ça paraît simpliste ». Alors on le voit, il n'y a pas d'agence de com. On voit que le logo a été fait un peu spontanément, mais les valeurs qui étaient derrière a créé un succès fou. On arrive à 300 millions de produits vendus, alors qu'on espérait secrètement 5 millions chaque année, et que les plus optimistes et spécialistes nous parlaient de quelques centaines de milliers de litres vendus. Donc voilà, je ne vais pas peut-être vous en dire plus, mais c'est la jolie histoire très positive d'une marque créée par des consommateurs, en résumé, qui craint un lait un peu plus cher, alors que le premier prix a pourtant normalement été la seule boussole du monde économique. Là, ce lait un peu plus cher devient un des laits les plus vendus de France, qui sauve des milliers de familles. 30 produits arrivent derrière tout ça. Le beurre bio, c'est qui le patron, est le beurre bio le plus vendu de France, donc c'est pas une histoire simplement sur le lait. Et on a 10 pays désormais qui, dans le monde entier, reproduisent l'initiative. Ça s'appelle Du bist ihr der Chef en Allemagne, Quién es el jefe en espagnol. Et ces pays et ces traductions m'ont permis de donner l'impression que je parlais plusieurs langues, alors que je ne connais que ces noms dans chaque langue. Voilà, je vous rends la parole, mais voilà un petit résumé de ce qu'est C'est qui le patron. Ouais, c'est une belle aventure qu'on va continuer à partager. D'ailleurs, vous surfez quand même sur quelques chiffres importants. 80% des Français se disent inquiets quant à la sécurité alimentaire et 56% d'entre eux se méfient de la grande distribution. Donc ça, c'est des éléments importants que vous citez dans l'ouvrage. Comment arrive-t-on à rallier la grande distribution à cette cause et s'assurer que cette démarche,
elle est bien une volonté, un engagement, et non une envie de s'acheter un peu une image? Alors, c'est vrai qu'on avait tout à fait conscience du fait que la grande distribution, peut-être, se servirait de l'initiative. Mais quand vous avez les familles de producteurs, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'était à l'époque. Pour eux, il y avait 80 familles dans l'Ain. Ils étaient payés 20 centimes par litre de lait, alors qu'ils ont besoin de au moins 40 centimes. Et chaque matin, quand ils tournaient le bouton de la machine à traire, ils savaient que le soir, ils auraient perdu 120 €. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Il n'y a pas de jour férié, il y a 2 traites par jour. Et quand vous avez ça en repère, parce que c'est une aventure un peu émotionnelle, elle n'a pas eu de business plan, on en parlera, mais c'est pas une aventure c'est pas une start-up, c'est qui le patron. C'est le rassemblement un peu spontané, humain, de gens qui se disent on va faire un truc pour des gens qui nous nourrissent et qui peuvent pas rester dans cette situation. Donc la grande distribution, on s'est consolé de toute forme d'opportunisme parce que il fallait d'abord qu'on sauve ces producteurs à l'autre bout. Et puis, vraiment, on n'est pas ultra copains. Enfin, vous ne m'entendez jamais dire du bien par principe de la grande distribution. On n'est pas dans une relation de fournisseur avec eux. On est leurs propres consommateurs. C'est une relation différente. Mais il y a des gens très humains. Bertrand Swiderski chez Carrefour, quand on l'a vu la première fois, on a bien compris. On s'est parlé de père de famille à père de famille. Enfin, c'était pas... je suis pas venu dans un box un peu terrorisé. On était une famille de consommateurs. Le fait d'être en coopérative change tout. Il n'y a pas d'actionnaire chez C'est qui le patron. Il n'y a pas de dividendes distribués. Donc, vous êtes dans une relation qui vous coupe de cette sensation un peu du client-fournisseur traditionnel. Et quand vous êtes un consommateur, que vous vous rassemblez, que vous allez voir une enseigne de distribution, il y a une dimension plus humaine qui apparaît que lorsque vous êtes un fournisseur. C'est un peu d'ailleurs un cadre qu'il faut faire exploser parce que personne n'y gagne. Nous, on a prouvé que en faisant quelque chose de plus angélique, de plus simple, un peu idéaliste, un peu finalement, un peu utopique pour les plus pessimistes, eh bien, il y a de perte de valeur pour personne. La grande distribution gagne sa vie, le producteur est protégé, et nous, consommateurs, les 4 € de plus, ils sont pas juste une perte d'argent. En échange, on a de la qualité, pas d'OGM dans l'alimentation animale, des fourrages locaux, des vaches qui ont un bien-être animal, qui voient du près, qui mangent de la luzerne. On a finalement un retour, c'est important de le dire, et ce qui fait que effectivement on le dit souvent, mais l'équité, c'est là où l'horizon est fabuleux pour l'équité dans le monde, a une petite sœur, l'équité, c'est la qualité. Quand vous donnez quelques centimes en plus à un producteur, il fait des choses bien. Donc la grande distribution dans un rêve a suivi sans qu'on appelle une seule fois l'un d'entre eux. C'était assez étonnant. On s'est fait le bilan il y a quelques mois. On n'a eu que des appels entrants. On n'a pas appelé un seul distributeur parce que les chiffres qui se sont envolés, on va le rappeler, on rêvait de nos 5 millions de litres de lait pour sauver les premières familles. Le premier mois, 1 million. À la fin de la première année, 33 millions de litres. La deuxième année, 66 millions de litres. Donc il y avait une espèce de... On a la courbe sur Internet. Vous avez un moment donné où on n'est plus à 7% de progression. C'est un mascaré, pour pas dire un tsunami qui s'empare de l'histoire. Et là, tout le monde, évidemment, s'intéresse à la démarche. Et tous les distributeurs, ensuite, ont fait une place, sauf un. Bon, il m'en voudra pas, je le dis à chaque fois parce que ça va s'arranger, mais c'est Franprix qui n'a pas tenu à faire une place au produit, mais ça a été assez unanime. En même temps, Nicolas, vous êtes quand même un fin négociateur parce que même si vous avez beaucoup d'appels entrants, comme vous le dites, il y en a quand même qui sont un peu montrés frileux et je pense que c'est aussi votre talent et oratoire, mais aussi de conviction personnelle qui a fait que, quand on lit votre ouvrage, on sent quand même que vous y mettez toutes vos tripes dans ces négociations et du cœur à l'ouvrage. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites parce que on s'est rappelé ça récemment. On est retourné dans la Bresse. On le voit sur les réseaux sociaux parce que cette aventure a fonctionné parce qu'on a co-créé les produits. Je vous dis un mot rapidement là-dessus, puis après je réponds à votre question, mais cette brique de lait, c'est pas une vision marketing. C'est quelque chose de beaucoup plus simple. On crée, nous, consommateurs, une brique de lait. Le cahier des charges, on le décide tous ensemble avec un mode que vous retrouvez là sur la marque du consommateur.com. Vous pouvez voir comment ça marche. C'est la géniale idée de Laurent Pasquier, ça a été de se dire, mais
On va faire un questionnaire. 0,69, c'était le prix du lait, pas cher, qui était pas transparent, on ne savait pas vraiment ce qui se passait, et on détruisait de la valeur à l'autre bout pour les producteurs. Alors on s'est dit, mais on est prêt à aller jusqu'à combien? Et c'est là où on a rajouté les 8 centimes qui permettaient au producteur de vivre de son métier. On a enlevé les OGM, c'était 5 centimes. Est-ce qu'on veut 1 à 3 mois de pâturage? 2 centimes. 3 à 6 mois? 4 centimes, etc., etc. C'est comme ça que, pour la première fois, un produit est arrivé avec un prix là qui est marqué sur la brique, ce qui est assez simple pour tout le monde d'ailleurs. Et lorsque vous étiez en face de cette brique un peu plus chère, vous étiez tout à fait dans la compréhension du fait qu'elle était un peu plus chère parce qu'elle défendait vos valeurs. Rien n'est pire que 2 produits qui ne racontent pas plus que la com qu'ils ont un peu en push et qui ne te donnent pas envie d'acheter le plus cher. Là, c'est la première fois dans l'histoire de l'agroalimentaire que des consommateurs, on a été des milliers à le faire, sont allés gueuler dans les magasins quand la brique était vendue un peu moins cher. Olivier Dauvert, le spécialiste de l'agroalimentaire, le raconte. Il a des chiffres via Nielsen. Et il se rend compte que certains magasins qui ont baissé le prix se sont vus rappeler à l'ordre par des consommateurs qui ont dit non, mettez ce prix. On l'a voté. Soyez pas plus royalistes que le roi. Nous, consommateurs, on le comprend comme solidaire. On ne veut pas que le prix baisse et qu'ensuite, vous alliez mettre la pression aux producteurs. Vous voyez, je suis un peu bavard parce que je ne me rappelle pas exactement la question que vous aviez posée, mais elle était intéressante. Oui, sur la partie, pardonnez-moi, sur la partie négociation. Mais dans le livre, il y a un producteur qui nous a rappelé ça en disant « Ah, vous avez fait finalement un acte de négociation. » Alors, ça a joué ce rôle-là. Mais moi, je me rappelle bien, et ça aussi, c'est peut-être intéressant de le voir comme ça. Dans la première réunion, on était à Pont-de-Vaux, dans le livre, la journaliste qui a écrit le livre le raconte. On était réunis, il y avait donc 80 familles en face de nous. Oui. Il leur restait 2 mois. L'ami banquier, qui était un ami de la famille de l'un d'entre eux, dit c'est fini, on ne peut plus tenir à 20 centimes du litre. Le système économique s'effondre. À droite de ces familles, il y avait Emmanuel Vasnex, le patron de la laiterie, très humain, très sympa, enfin pas... Voilà, plus sympa que d'autres laiteries, qui lui avait quand même une envie de faire quelque chose clair. Et à côté de lui, le patron des achats MDD de Carrefour, Marc Delage. Tous les noms sont cités dans le livre, donc je le fais volontiers. Et nous, simples consommateurs, en train de participer à cette discussion. Ce qui se passait de nouveau, en fait, c'est que pendant des années, les 3 premiers acteurs, lorsqu'ils se parlaient, les producteurs exprimaient un besoin supplémentaire, donnez-nous les 8 centimes de plus. La laiterie disait, ça serait quand même bien Carrefour de le faire. Et Carrefour répondait, bah, écoutez, moi je veux bien humainement, mais si je mets les 8 centimes de plus, donc mes copains de Leclerc ou de Super U ne vont pas les rajouter, je vais me retrouver plus cher et les gens n'iront plus chez moi. Et on était dans cette espèce d'équation absurde où on avait juste oublié de poser la question à l'acteur sans doute le plus important, c'était le consommateur. Et quand nous, on s'est rajouté à la discussion, c'est ce qui se passe depuis 5 ans, et vous avez peut-être vu que c'est que le patron va devenir une loi pour cette raison-là, c'est que quand vous mettez, nous les consommateurs, au milieu, ce que nous sommes tous, très gentiment, à ce moment-là, on se tourne vers Carrefour en disant, bah, écoutez, votre système un peu de guerre des prix, ça nous met en situation, nous, d'acheter un peu moins cher un produit, sans qu'on nous le demande réellement, qui détruit de la valeur. Vous me rendez complice avec mon argent d'un producteur qui ne va pas gagner sa vie. Je n'ai pas envie, moi, avec cet argent pas facile à gagner, d'être associé à ça. Donc, changer le système. Et c'est comme ça qu'on a ramené les 8 centimes. Et dans ce moment de cette réunion, le 6 septembre à Pont-de-Vaux, il y a eu au-delà de ça un moment clé, ça a été de leur dire combien vous pensez pouvoir en vendre en une année. Et c'est là que Carrefour a dit c'est 5 millions de litres. Alors on s'est tourné, nous, consommateurs, dans une logique très spontanée, très directe. C'est là où je me demande si c'est de la négociation ou si c'est pas un peu finalement du bon sens humain. On s'est tourné vers les producteurs en disant mais vous avez combien de millions de litres de lait? Ils avaient 26 millions de litres de lait. Alors on leur a dit, en tant que consommateur, si vous en vendez 5 millions, votre vie n'aura pas changé. Non. Donc ça a été le moment clé où on a dit à Carrefour, nous consommateurs, on vous dit une chose, prenez les 26 millions,
garantissez que vous allez vendre les 26 millions. Parce que là, vous nous donnez une vraie raison à nous, consommateurs, de nous mobiliser. Parce qu'on sera sûr que le sourire va vraiment revenir sur le visage de toutes ces familles. Si c'est seulement 5 millions, il ne se passera rien. Donc, en gros, vous avez plus de chances de vendre les 26 millions de litres en les prenant tous que les 5 millions parce que vous n'aurez pas cet énorme engagement des consommateurs heureux de pouvoir participer à cette solidarité. Donc, c'est intéressant votre question parce que est-ce que c'était de la négociation à ce moment-là ou peut-être autre chose? Moi, je pense que c'était peut-être un peu des deux, mais le bon sens et la bienveillance sont des piliers fabuleux pour la suite et pour ces discussions avec les distributeurs. Finalement, le bon sens paysan, ça n'a jamais sonné aussi vrai. C'est une expression qu'on utilise souvent, mais pour le coup, là, ici, elle a vraiment eu... voilà, enfin, c'est impactant. D'ailleurs, ils se sont tapés dans la main. Hein, c'est écrit dans le livre, mais là, on était dans autre chose que de la négo avec des lignes Excel et des dimensions absurdes. On était dans des consommateurs en face de producteurs, en face d'une laiterie, en face d'un acheteur qui avait toute raison de voir un peu les choses différemment. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, le consommateur, il est devenu un ambassadeur. Il est finalement votre commercial. Hein, puisque vous parliez tout à l'heure d'une enseigne de la grande distribution qui n'avait pas encore intégré C'est qui le patron, les consommateurs, ils sont très actifs sur les applis, ils n'hésitent pas à interpeller également les patrons de ces marques, enfin ils sont très actifs, ils sont vraiment vos ambassadeurs. Je ferme ma chemise. Non mais ce que vous dites, je vais vous reprendre si vous me le permettez, oui. Volontairement. Vous dites, les consommateurs sont vos ambassadeurs. C'est qui le patron? C'est pas ça. On est tous des consommateurs, mais c'est pas une vue de l'esprit. Quand vous êtes en coop, il n'y a pas une petite équipe de start-upers. Ça, c'est fini. Je le dis à tout le monde. Bon, le temps où une petite famille d'experts réfléchissait au nom de tout le monde pour essayer d'embarquer des gens dans des sphères un peu projetées comme ça. Vous savez, c'est comme le Kaiser Soze dans Usual Suspect. Alors, on ne sait pas trop qui c'est le consommateur. C'est comme un peuple un peu lointain, un peu extraterrestre. C'est pas ça. La suite, elle n'est pas là. Il suffit de se demander déjà à soi et à 3 personnes, est-ce qu'on aurait envie d'acheter ce lait? Après, il y a des conditions. Hein. Je vous raconterai qu'on est allé tout contrôler, on va vérifier. Oui. On demande au producteur si vraiment... Mais vous voyez la posture qui est intéressante. Je m'enflamme un peu en disant c'est fini, parce que bon, le monde est encore bien, le bateau a son inertie naturelle. Mais la suite, elle est plus facile à construire en créant des aventures où nous-mêmes, on est consommateurs. C'est un raccourci tellement direct. Et c'est pour ça que on n'a jamais, dans cette aventure, on s'est jamais dit, bon, on va faire une brique de lait pour les consommateurs, on va faire un truc un peu bobo, sympa, le titre va être comme ça. On n'a pas fait ça. On l'a fait avec les tripes. On s'est dit, mais attendez, nous, on n'a pas envie en tant que conso que, comme les gueules cassées, enfin, toutes nos histoires ont été créées comme ça. Et en fait, je crois que c'est cette vérité-là qui a fait que le petit groupe de départ, qui l'a fait dans cette dimension-là, a été entendu par la deuxième génération de consommateurs qui se rassemblaient à notre groupe de consommateurs. Et c'est pour ça que ça a marché. Je fais ça pour essayer d'ouvrir une porte un peu différente, parce que, évidemment, de pub, comme pas mal d'écoles, on se renouvelle, il y a beaucoup de le logiciel est à remettre en route, mais il faut penser au logiciel qui a jamais trop changé, celui des consommateurs, qui est autre chose qu'un peuple, encore une fois, virtuel, qu'il faut essayer de capter. Il est juste autour de nous. Vous posez la question à 3 personnes dans un bistrot. Je me demande si vous n'avez pas fait une étude de marché plus cohérente que si vous demandez à Kantar de le faire pendant 6 mois. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs chez Kantar un jour, mais c'est pas aussi caricatural que je le dis, mais je crois que cette part-là de possibilité de réfléchir différemment, elle est sacrément économique, parce que et si nous on était le consommateur à partir de notre bon sens, notre bienveillance, qui ressemble à tous les consommateurs, vous imaginez comment on irait plus vite. Donc voilà, je faisais exprès de reprendre ça, mais non, les consommateurs ne sont pas nos ambassadeurs. On est tous, nous, consommateurs, ambassadeurs de notre propre marque. On va vérifier que les choses sont bien comme on le souhaite. Un petit truc marrant, quand, vous savez, on fait les visites tous les mois pour aller voir le fabricant, le cahier des charges. On prend le cahier des charges dans la main et on va voir tout le monde, et notamment le producteur. Monsieur, vous gagnez vraiment
de quoi mettre ça sur la brique. Ça a changé votre vie, c'est pas du marketing. Mais c'est pas nous qui posons la question, c'est qui le patron, c'est les 10 premiers qui s'inscrivent. Alors on est à la gare de Lyon, je connais pas, il y a Monsieur Durand, mais bon, il y a des fois des tops de grandes marques qui sont là. Enfin, il y a cette vérité-là, on n'est pas des panels, on est de vrais consommateurs. Et je crois vraiment que cette vérité-là, ce côté un peu brut de décoffrage, c'est ce qui a porté l'histoire et qui permet à 11 millions de sociétaires de la porter tous les jours et 16 millions d'acheteurs. Comment on peut arriver à 16 millions d'acheteurs, un Français sur 4, sans pub à la télé, sans commerciaux dans les magasins? Et sans commerciaux dans les magasins, c'est d'autant plus incroyable peut-être que sans pub à la télé. Parce que, autre chose, c'est qu'emparer de l'histoire et qu'elle a été créée sans doute dans ce que je vous décris et pas dans une logique d'entreprise le faisant pour d'autres. Mais Nicolas, quand même, c'est assez rare de voir un consommateur, en tout cas qui suit, c'est qui le patron, interpeller un responsable d'enseigne pour lui dire c'est pas normal que vous n'ayez pas cette brique de lait et on va le voir après aussi d'autres produits. Enfin, c'est quand même un phénomène nouveau que vous avez instillé. Ouais. C'est quelque chose qui n'avait pas... souvent, si vous ne trouviez pas un produit dans un magasin, c'est parce qu'il était en rupture de stock. Mais globalement... Mais je peux vous dire un mot là-dessus. C'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites parce que, par exemple, ça, que nous, on a un peu spontanément lancé l'histoire sans trop l'encadrer. Ça s'est fait sans notre impulsion de l'équipe. On s'est rendu compte, un jour, je me rappelle, c'était un responsable de Leclerc qui nous a dit ce que vous dites là, dites donc, c'est un peu atypique pour nous, hein, cette aventure, parce que on a des remontées dans les magasins de gens qui nous disent, les chefs de rayon, qui voient des consommateurs faire du facing, ils rangent les produits, ils réorganisent le rayon. Bonjour monsieur, vous êtes qui? Je suis un client, mais bon, j'essaie de ranger les produits. Pourquoi? Parce que c'est nos produits, ça. C'est pas les produits d'une start-up qui les a fait pour nous, c'est les nôtres. Je suis sociétaire, je connais par cœur l'histoire, il y a une transparence telle que je peux dire oui, c'est ma marque. Et donc, on comprend, et votre question elle est très intéressante, on n'aurait jamais, en tant que consommateur, fait ça pour Danone ou Nestlé, où on est dans une relation où là, on nous dit des choses et puis on décide d'acheter ou pas. Là, c'est impliquant, effectivement, puisque c'est une aventure qui, en tant que consommateur, n'aurait pas existé si tous ces consommateurs rassemblés n'avaient pas fait cette part-là. Et souvent, on nous demande, mais comment c'est possible ça, puisqu'il n'y a pas un autre, c'est qui le patron au bout de 5 ans. Alors Nestlé, Danone, tout le monde est venu nous voir en disant, mais comment vous êtes arrivé à ça? C'est pas de la stratégie. Je crois que c'est très dur à décrire, mais je vais essayer. En fait, c'est un peu comme si, depuis des années, quand on avait une entreprise, on était lundi en réunion en se disant, bon, notre stratégie, c'est de vendre du lait. Donc là, en allant par ce biais-là, avec ce message-là, on devrait attraper telle famille, deux machins. Là, on va faire une promo, le premier prix. Bon, je ne sais même pas comment on fait, vous voyez. Bon, ce qui montre qu'on ne sait pas le faire. Non, on ne s'est pas dit ça. On s'est dit, mais attends, une brique de lait un peu plus chère, mais qui ne transforme pas les achats annuels, ça a du sens. Et là, on s'est dit, on débraye la mécanique. C'est-à-dire qu'on on n'a pas rigidifié les choses. On a dit, ça se fera comme ça se fera. Et en fait, vous avez un point d'équilibre qui se retrouve jour après jour, semaine après semaine, parce que vous avez débrayé. Vous n'êtes pas en train d'avoir un point rigide qui reste cassé. Bah tiens, il y a un nouveau distributeur qui arrive, puis il y a des nouveaux consommateurs. Et c'est assez dur à décrire, mais ce naturel-là a fait que tout le monde a amené son poids qui s'est fixé sur un point d'équilibre ultra costaud. Hein, c'est la fameuse murmuration dans le monde animal. Bon, pardon parce que je le dis à chaque fois, mais c'est extraordinaire la murmuration pour comprendre ces aspects-là. Et donc, sans doute que cette spontanéité, et puis une autre anecdote dont je me rappelle avec Laurent Pasquier, puisque d'autres pays là ont mis en place, mais quelquefois on n'a pas retrouvé le même principe. Je me rappelle la première fois qu'on a vu une autre personne, au début j'étais tout seul, quand l'idée est née, puis Laurent est arrivé, et puis un jour il y a eu le premier consommateur, un ami de Laurent. Et qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit, écoute, j'ai rencontré Laurent avec quelqu'un, hein. Figure-toi qu'on a une marque de consommateur. Il n'a pas dit, j'ai rencontré des gens qui ont créé une boîte, c'est une marque de consommateurs qui m'ont demandé d'aider. Parce que quand on l'a vu, on lui a dit, ok, elle est à nous, on a créé une coop, deviens sociétaire, on a besoin de tout le monde, apporte ton aide. Donc c'était pas la même approche, je crois.
Et le fait qu'il ait dit, lui, à son épouse, on a une marque à nous, les consommateurs, c'est génial, allons-y, et qu'elle-même a répété ça. Vous voyez, il y a une chaîne comme ça de messages qui, au début, n'était pas portée par de la com, mais par autre chose. Alors, cette bouteille, ça a été le début, le démarrage, hein, on a commencé par le lait. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de produits. On a du steak haché aussi surgelé, des œufs, du fromage blanc, du chocolat noir, à pâtisser, du chocolat au lait, du miel, de la fourme, du vin, des sardines, des saucisses. Enfin, vraiment, aujourd'hui, le panel des produits est de plus en plus large. Quelle est aussi la place du bio? Comment ça s'intègre? Parce que dans les derniers sondages, vous êtes quand même dans les ventes au niveau du bio qui sont les plus performantes. Comment on arrive à passer maintenant, à basculer sur le bio? Est-ce que c'était inévitable? Est-ce que c'est une suite logique? Alors, le bio, alors pareil, hein, Anne-Marie, je suis obligé de le faire systématiquement pour essayer de vous donner des points d'appui. Hein. Ce n'est pas que je reprends ce que vous dites. Vous voyez, vous dites comment vous êtes passé au bio. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, comment on passe de cette bouteille à la demande peut-être aussi du bio. Alors, voilà, typiquement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on ne s'est pas dit, tiens, on va passer au bio. Le principe du questionnaire, c'est qu'il permet à chaque fois, sauf pour le lait, je crois, parce qu'au début, on n'était pas rodé là-dessus, tous les choix. Vous avez la possibilité, pour les œufs, je vois les œufs là à l'image, de dire au moment de votre choix, alors on vous dit agriculture intensive, bon, les poules dans des cages... évidemment, le prix, il est à 1,13 €. Est-ce qu'on fait de l'agriculture avec de la catégorie 1, avec des vaches qui voient quand même un peu plus, des vaches, des poules qui ont un peu plus d'espace? Ben de 1,13 €, je passe à 1,18 €. Bon, ok. Est-ce que je passe en bio? Ah ben là, je passe à 1,31 €. Donc, c'est bien le questionnaire et les différentes possibilités, et dont le bio, qui ont été arbitrés par les votants. Hein, on est à plus de 100 000 votants sur les produits, puisque c'est tous ensemble qu'on a créé, avec ce bon sens collectif, cette bienveillance qu'on a laissé s'exprimer bien au-delà de notre vision à nous, l'équipe. Et le bio, de temps en temps, a été choisi parce que les écarts n'étaient pas trop grands. Parfois, n'a pas été choisi parce que ça provoquait un prix beaucoup plus haut. Et aujourd'hui, on a, je sais pas, 4-5 produits bio parmi les 30 références, peut-être un peu plus. Mais l'histoire du bio aussi, qui est assez intéressante à vous raconter, c'est sur le beurre bio, si vous me permettez de le raconter. Vous avez, au moment où on crée le beurre bio, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un énorme écart de prix entre du bio et du produit traditionnel. Et des sociétaires ont dit, mais vous savez qu'il y a le bio français qui est en souffrance, il n'y a pas assez de producteurs bio en France. Et si on permettait à tout le monde de voter pour rajouter des centimes sur la plaquette de beurre bio, pour rajouter des centimes qui vont aller vers les producteurs en conversion vers le bio? C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 2 années où les producteurs, avant de devenir bio, ont toutes leurs pratiques qui se transforment, leur exploitation. Donc là, ils ont toutes les contraintes du bio sans la rémunération du bio. Donc ces 2 années qui sont très compliquées et qui font que beaucoup de producteurs se découragent. Bon, l'idée est née. On pouvait mettre entre 0 et 20 centimes. Alors là, déjà, la grande distribution nous a dit, mais elle a vu le questionnaire, elle a dit, mais vous rigolez, vous êtes en train de proposer aux consommateurs, vous voyez, toujours le peuple un peu spécial, bizarre, de rajouter des centimes sur un produit qui n'en a pas besoin. Alors, oui, il n'en a pas besoin en tant que tel, mais il prépare le bio de demain, le bio des enfants, c'est pas mal. Donc, ils étaient très étonnés. 15 centimes ont été votés. Donc, quand vous achetez une plaquette de beurre bio, c'est qui le patron, 15 centimes vont aux producteurs qui préparent le bio de demain. Quand on nous prédisait des ventes catastrophiques, 18 mois après, le beurre bio, c'est qui le patron, était devenu le beurre bio le plus vendu de France. Mais dans des proportions incroyables. C'est toujours le cas aujourd'hui. 7 points devant les très grandes marques que vous connaissez. Pourquoi? Parce que c'était pas le premier prix qui arbitrait l'intérêt vers ce produit. C'était pour la première fois, alors que le premier prix était encore une fois une boussole qui crée une espèce de brouillard surtout en disant c'est le premier prix qui fait vendre des produits. Ben, c'est pas vrai. Il faut penser au premier prix, bien sûr. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de mettre les 4 € par an. On les oubliera jamais. Mais pour la famille de gens capables de rajouter 4 € de plus par an sur le lait, 1,50 € sur du beurre bio amélioré,
peut-être pas 1,50 €, je pense 70 centimes quand on fait le calcul entre ces 15 centimes et la consommation. Sur le jus de pomme, c'est 1,60 € par an. Sur la farine, c'est 68 centimes par an. Là, je vous donne ce que coûte le fait de payer des produits en s'assurant, en les achetant, que le producteur à l'autre bout gagne sa vie. Donc, il va continuer de travailler. Son fils va reprendre l'exploitation, ça va rester français, local, et qu'on évitera d'avoir de la viande qui vient de Nouvelle-Zélande. Alors là, on ne sait même plus comment elle est faite. C'est ça aussi les enjeux indirects. Je vous dis tout un peu en vrac, mais bon. Le beurre bio, il a prouvé que nous, consommateurs aujourd'hui, on n'a pas que la boussole du premier prix. Imaginez nos achats comme des achats avec des conséquences humaines, sociales, environnementales. C'est devenu quelque chose de très important pour tout le monde. C'est sans doute peut-être ce qui explique aussi le succès de ces patrons qui, on le voit bien, c'est pas les produits les moins chers. Même si pour la compote, j'arrête, mais il y a la purée de pommes. Le prix final, nous, un peu naïvement, on n'a jamais fait d'études, je ne sais pas comment s'appellent les études où on fait les trucs à l'avance, là, on réfléchit, les segmentations. Eh bien, l'étude de marché, on n'a jamais fait d'étude de marché. Bien, en gros, la purée de pommes, elle sort à 0,68 centimes. Les 4 petits pots. Parce que là, on retrouve le rayon et Joséphine, Simon, qui s'occupe de la partie produit, Chloé, disent, mais en fait, elles sont plutôt à 1 €. Les compotes des grandes marques que vous connaissez, les purées de pommes. Et là, on a compris qu'il y avait juste un peu de marketing entre ce prix, c'est qui le patron, assurant la bonne rémunération aux producteurs, récupérant des pommes issues du gaspillage. Enfin, il y avait plein de choses positives et pourtant, ça n'était pas le plus cher. Donc, c'est pas toujours vrai. Alors, on parle de marketing aussi en termes de communication. Comment se passe votre stratégie de communication? Vous êtes, vous, un grand porte-parole, vous portez ce projet depuis le début, on le voit aujourd'hui même en termes politiques, puisque vous êtes en train, on en parlera juste après, de la loi sur laquelle vous êtes en train de travailler. Pas politique, on ne fait pas de politique. Politique, c'est aussi la vie de la cité, donc vous êtes vraiment impliqué, voilà. Mais ce produit-là, en fait, vous êtes vraiment le porte-parole, vous le portez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous nous tenez au courant de toutes les avancées, tous les jours, étape par étape. Il y a plusieurs communications. Je pense que pas mal d'étudiants vont se connecter sur votre compte, mais il est extrêmement actif, il est très instructif aussi. Il permet de suivre l'évolution. En termes de communication, il y a une étape à franchir, on reste où on est bien où on est et ça fonctionne très bien. Comment on voit un petit peu les choses? Waouh, ça c'est une bonne question, bravo, parce qu'on est en train de se poser la question nous-mêmes. Ce serait génial de pouvoir avoir... on va demander aux sociétés. Alors, ce qui est génial, c'est que là, c'est l'équipe qui se pose une question. Alors, dans les sociétés j'invite tout le monde à passer à l'échelle de l'intelligence collective. C'est tellement plus facile. Là, vous avez une question, celle-là, est-ce qu'on doit communiquer différemment ou pas? Il y a une famille de gens qui répond et franchement, depuis le début, je ne me rappelle pas une fois où ce n'était pas pertinent. C'est très impressionnant de voir que quand vous posez une question à tout le monde, vous n'êtes plus dans le petit défaut de la réflexion, de la surréflexion, du contre-champ de l'idée de départ, etc. C'est une espèce de réponse un peu spontanée. Et là, la question en ce moment, c'est effectivement, est-ce qu'il faut faire une communication différente? Alors, je pense à Solène qui vient d'arriver. Alors, on se pose beaucoup la question parce que elle est une responsable de la com. Elle sait très bien qu'elle vient dans autre chose que nous, on n'a pas de stratégie com à part. C'en est une aussi. On ne va pas se cacher à son petit doigt. Finalement, on fait une forme de marketing sans en faire. Enfin, on n'est pas dupe de ça. On ne va pas rendre caricatural notre position. Mais est-ce qu'on doit, nous, aujourd'hui, passer à une autre com? Ou est-ce que cette espèce de com spontanée, très naturelle, très... Vous me voyez toujours? Oui, ça y est. J'ai des appels que j'essaie d'enlever. Est-ce que cette com qui a été finalement de faire de la com un peu transparente, un peu directe, est-ce que c'est pas la seule possible? Parce que moi, quand je vois apparaître sur Facebook, alors l'équipe dit « Ouais, mais pour aider, c'est un très bon argument, pour aider les producteurs, c'est quand même dommage à un moment donné de pas donner une info qui va s'étendre et toucher d'autres gens pour que d'autres producteurs soient aidés. » Ça, on en a complètement conscience. Mais quand vous voyez c'est qui le patron sponsorisé, moi j'ai l'impression qu'on a été racheté par quelqu'un, quoi. Bon. Donc, c'est là où cette dimension d'indépendance, de spontanéité, elle est difficile en réalité à
à aménager autrement. C'est étonnant, hein. Alors, on a tous envie, parce qu'on aimerait bien passer à une autre échelle. C'est vrai que si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, si je dois faire un contraste de com, je crois qu'on est à 4000 articles de presse, 26 JT en une année. Il y a eu 26 minutes. Pour parler de com pur et dur, c'était dingue le nombre d'articles qu'il y a. Il y en a, je crois, en moyenne 2,5 par jour. Alors, pas des fois, il y a des concentrations. Les agences qui faisaient ces comptes-là amicalement pour nous disaient c'est vraiment du jamais vu. Mais pour autant, on a 50 000 personnes sur Facebook. Je crois qu'on a 9 000 personnes sur Instagram, Twitter. Il y a très peu de gens. C'est ça qui est assez étonnant aussi, hein. Mais ce que je dis à tout le monde, de mon humble point de vue, hein, c'est que ça marche dans ces proportions dingues, puisque depuis 5 ans, les ventes augmentent chaque mois. Là, le lait, par exemple, depuis 3 mois, c'est des records de vente depuis le début. Donc, on voit bien que ça ne s'essouffle pas. Pourtant, les communautés n'explosent pas. Et ça pose aussi une bonne question, peut-être dans l'univers de la com et de la pub. Est-ce que les 5000 qui sont là, ou les 300, en densité, d'implication, de présence, puisqu'on n'est pas allé les chercher par des plans marketing qui diluent là, des espèces de gros tractages où vous mettez des filets énormes pour ramasser plein de gens, avoir un sublime chiffre de communauté qui a augmenté. Mais en réalité, est-ce qu'il vaut mieux pas en avoir 10 comme nous, près de nous, à notre échelle, porteurs de la même envie d'aider des producteurs avec les tripes et capable de dire à un directeur de magasin, la brique de lait, monsieur, elle est trop haut, mettez-la plus bas. Est-ce qu'il ne faut pas en avoir 10 comme ça, que 1000 dans une autre dimension où le millième, quand il va parler au directeur de magasin, la puissance du message ne provoquera pas le fait qu'il en parle lui-même à son directeur régional, qui va en parler ensuite à d'autres chefs de rayon, etc., etc. Donc il faut aussi se poser la question de l'idée de quantité, de chiffres qui rassemblent une communauté, et de la densité et de la qualité, le terme il est déjà pas bon, mais des gens qui sont là. Vous évoquez, Nicolas, dans votre ouvrage aussi la possibilité d'avoir des petites boutiques éphémères, parce que ça fait partie aussi de la stratégie de déploiement et de communication. Vous parlez aussi d'une chaîne des consommateurs, et des consos et des citoyens. Ce sont des axes un peu différents aussi pour déployer et se faire remarquer aussi auprès des acheteurs, mais aussi bien de la grande distribution aussi. Il faut continuer ce combat, finalement. Ouais, alors les magasins, c'est la chose qui nous est le plus demandée par la communauté. Là, je suis obligé de me mettre dans une notion d'écoute de tous les messages qui nous arrivent. Ce qu'on dit à la grande distribution, c'est que c'est un métier, quoi. Un magasin, bon, c'est pas le même métier. Et est-ce qu'on a, nous, un métier à part d'amener cette énergie qui ensuite rentre dans différents métiers et est fait par eux? Puisque, vous savez, c'est que les patrons, on n'a pas une laiterie, on n'a pas d'usine, hein. C'est une marque de consommateurs, on est tous rassemblés, vous pouvez tous devenir sociétaires pour 1 euro. Vous vivez les questions collectives, où est-ce qu'on amène l'argent? Tiens, il y a 1,5 million d'euros. Cette année, on a fait des économies les années précédentes. Est-ce qu'on ne les donnerait pas aux producteurs qui ne sont pas dans l'initiative mais qui galèrent, aux gens qui ont été victimes du Covid? Ça prend 2 secondes, vous dites oui, plop, vous avez des milliers de gens qui sont aidés. C'est ça la réactivité aussi de la COP. Donc, les magasins, pourquoi pas dans l'absolu, mais il y a tellement de magasins existants que tant qu'ils seront relais d'initiative, on peut passer peut-être beaucoup d'énergie ailleurs. Mais on a un magasin je vous dis une petite info rigolote, mais qui nous titille de plus en plus. On aimerait faire un magasin un peu unique, où vous avez un petit bouton, vous savez, virtuellement, et vous dites, voilà, j'aimerais que vous enleviez tous les produits qui ne rémunèrent pas au juste prix de façon certaine les producteurs. Là, vous appuyez sur un bouton, et ce qui est triste, c'est que vous verriez disparaître des centaines de produits. Oui, ça, c'est un peu le marketing à l'envers, mais on s'intéresse beaucoup aux produits qui fait quelque chose de génial, mais on a du mal à le croire. Donc, il faut des millions pour essayer de faire croire un truc qui est sans doute vrai, mais on n'arrive plus à savoir si c'est vrai. Alors que le chemin inverse, il est génial aussi, hein. Enlevez-moi tout ce que je ne veux pas voir associé à ma dépense et à mon acte d'achat.
Voilà, donc pourquoi pas un jour, mais dans l'absolu, il y a beaucoup de magasins qui relaient la démarche et on les remercie parce qu'on dit toujours, ouais, la grande distribution, c'est vrai, franchement, on leur a dit, on peut le répéter. Mais il y a des gens dans la grande distrib, c'est fabuleux. Les chefs de rayon qui prennent à bras-le-corps l'histoire, des sociétaires qui sont eux-mêmes dans les magasins et qui sont les plus heureux du monde aussi de permettre à ces démarches-là et bien d'autres, parce qu'il ne faut pas en faire une démarche unique. La démarche, c'est plus de la diffusion de valeur que d'une marque. Nous, c'est que le patron ne veut pas être Coca-Cola, les consommateurs ne veulent pas être Coca-Cola, ils veulent que de l'équité, de la transparence, se retrouvent dans un maximum de produits. D'où ce qu'on a enclenché récemment en disant à tous les fabricants, prenez le cahier des charges, on vous les offre, mettez-les en scène, laissez-nous vérifier que les producteurs gagnent bien leur vie et on sera même capable de dire à tout le monde d'acheter des produits aussi vrais qu'on le fera pour des produits C'est qui le patron. Alors, du coup, on va embrayer aussi sur l'international, parce que C'est qui le patron dépasse les frontières de l'Hexagone, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, le Maroc, le Royaume-Uni, la Chine, j'ai dans votre ouvrage. Comment ça se passe là de toute façon, voilà, aujourd'hui, on est une marque finalement française qui va super bien s'exporter, c'est aussi une fierté, enfin, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a aussi différents produits dans différents pays, enfin, on ne fera pas faire forcément de la même façon partout, il y a des stratégies quand même qui doivent être intéressantes à optimiser. Comment ça se passe, cette exportation de C'est qui le patron? Comment on va travailler avec des pays différents? Marie, je sais que là, vous ne l'avez pas fait comme ça, mais je vais faire encore exprès c'est que pour essayer de... Vous avez dit comment on va faire, un peu encore une fois, comme s'il nous revenait à nous le fait de, dans un autre pays, avoir une stratégie. C'est vrai que le monde a toujours fonctionné comme ça et qu'il y avait une bonne idée française qui ensuite s'exportait dans différents pays. Là, c'est un petit peu différent puisque par nature, ça ne peut pas être une recette française en Espagne et l'inverse. Voilà. Donc, c'est des consommateurs, ce sont des consommateurs qui, de la même manière que ce qu'on a fait en France, sont venus nous voir. Nous, on n'a aucune structure qui organise des licences. Enfin, on était même un peu conservateurs. On avait tellement à faire en France. Mais il y a eu une telle demande. Enfin, il y a eu 35 produits qui sont venus nous voir, 35 pays, qu'en fait, on n'a pas réussi à dire non. Et alors après, ils se sont emparés de l'histoire. Alors nous, on dit oui facilement. On peut mettre le logo. Bah oui, mais après, on a commencé à mettre un cadre pour quand même déterminer les choses. Mais tout s'est fait très spontanément. Et aujourd'hui, c'est devenu une licence. Alors, rien n'est revenu des pays vers la structure qui, elle, permet un peu de leur mettre le pied à l'étrier. Mais ce qui est incroyable, à la fois, pardon de cet enthousiasme, c'est que en Allemagne, c'est parti plus vite qu'en France, quoi. La démarche, le nombre de gens qui ont voté, c'est impressionnant, en fait. Non pas de voir une marque, oublions ça, se retrouver dans différents pays. C'est une énergie, une initiative, cette bienveillance, dire, mais attends, mais nous consommateurs, nous citoyens, on n'a pas envie que nos actes d'achat se retrouvent comme ça dans des endroits qu'on n'identifie pas, on veut le faire nous-mêmes. C'est ça qui sans doute a provoqué aussi la mise en place de ces pays. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des choses dingues. On nous propose de réfléchir à une série, vous savez, les séries sur la consommation, enfin les grandes séries qu'on connaît. Bizarrement, il n'y en a pas beaucoup sur la consommation. Donc, c'est patron. En tant que petite étincelle pour inspirer une espèce de série qui montrerait quoi? Pas qu'il y a du camembert ou du lait qui se vend de façon originale. Mais derrière tout ça, c'est bien que nous, consommateurs, nous, citoyens, si on commence à se parler et qu'on se rassemble à partir de nos actes d'achat pour donner des impulsions au monde par des achats un peu plus vertueux, on peut changer le monde 100 fois plus vite que par n'importe quelle loi ou disposition traditionnelle. Donc voilà, il y a un peu le mix de tout ça. Et ces pays, alors ils sont différents. Chaque fois que c'est des consommateurs, toujours. Jamais d'entrepreneurs dans une logique de capital, je fais une structure, un jour je la revendrai. Enfin, tout ça n'existe pas. C'est une vraie aventure de consommateur. Je veux le répéter à tout le monde parce que c'est pour ça que ça a marché en fait. Si vous ne faites pas ça, ça marche pas. Si vous faites un truc qui ressemble à ça, il y a des pays qui ont eu un peu tendance à se dire, tiens, moi je suis quand même entrepreneur dans l'âme, je vais quand même faire une COP, mais je vais un peu... Et ça ne marche jamais. On dirait qu'il y a une petite lumière qui se met sur les produits en disant, attention, c'est comme d'habitude. Il ne faut pas que ce soit comme ça.
Et ça, c'est vraiment le point principal sur lequel on veille à notre niveau. Oui, puis veillez aussi à l'ADN de ce que vous êtes, enfin profondément aussi, et qu'il n'y ait pas de dérapage, enfin bien contrôler. Parce que j'imagine que comme il y a une demande très, très importante, il faut quand même surveiller, contrôler. Ça demande quand même un travail minutieux pour respecter votre cahier des charges, qui vous êtes. Alors, avant de faire rentrer Julie sur le plateau pour poser les questions de nos étudiants, parce que je pense qu'il doit y en avoir, et je savais que cette interview serait riche, c'est qui le patron? Vous avez aujourd'hui une actualité chaude. Vous êtes beaucoup reçu sur les plateaux télé, et pour cause, puisque vous essayez de travailler une loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Et puis Julie va nous rejoindre. Alors ça aussi, c'était un peu bordel. J'essaie de caler mon téléphone. Hop. C'était un peu étonnant parce que pour vous raconter comment ça s'est passé, on a eu des appels parfois du ministère, du ministre de l'Agriculture, mais côté consommateur, on avait beaucoup de mal en fait à suivre ça. Alors c'était pas méchant, mais en gros, on est arrivé à un stade où on se dit bon, on va se débrouiller seul. Merci beaucoup au monde politique, mais bon, c'est bon, on va se débrouiller tout seul. Et puis là, il y a eu beaucoup d'insistance du ministre de l'Agriculture. On est donc retourné le voir. Et puis la nouveauté, c'est qu'il nous a dit très clairement, écoutez, ça fait 40 ans que ça marche pas, notre système, les lois. À un moment donné, il y a les lobbies qui se mettent en travers, il y a de l'inertie qui apparaît. Et c'était très moderne comme vision. Il nous a dit, écoutez, vous, de simples consommateurs, de simples citoyens, vous faites un truc, ça marche, ça cartonne. Ça ne se dément pas, ça coûte pas 1 euro à l'État, c'est juste pour tout le monde. Pourquoi on va pas s'en inspirer plus? Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de présenter un amendement, donc c'est pas un truc qu'on avait nous initié. Et cet amendement, pour des raisons politiques, parce que dans ces cas-là, même la meilleure idée du monde, si la majorité est de notre côté, bon, il a été remis en question récemment, mais le groupe en face, qui lui a trouvé l'idée géniale quand même. Alors, je fais exprès de pas dire si c'est droite ou gauche. Mais, on a eu un appel. Alors moi j'ai eu un coup de pause, c'est qu'il y avait un sénateur qui était un garçon du Vaucluse, Jean-Baptiste Blanc. Et en fait je le connais depuis tout petit, donc c'était plus facile. On a pu se parler, j'ai pu vraiment dire ce qu'on avait à dire. Et puis la présidente de la commission au Sénat, qui n'était pas très pro au départ, a été convaincu par l'histoire quand on la raconte et quand on vient la voir en détail, quand on voit qu'il n'y a pas de look, c'est pas du marketing, c'est vrai, ça porte les choses. Et donc, pour répondre à votre question, ils nous ont rappelé en disant, écoutez, on vous propose concrètement d'en faire un projet de loi, quoi. Il faut aller au bout du truc. La présence des consommateurs au milieu de rendez-vous où on discute d'un prix, d'un produit, avec des producteurs qui sont toujours ceux qui sont pénalisés parce que c'est la surface molle, ils n'arrivent pas à se défendre, vous avez craqué ce truc-là. Vous avez créé une espèce de... Vous avez le chaînon manquant s'invite dans ces rendez-vous de façon très sympa, très bienveillante, et puis finalement tout le monde gagne. Alors, inspirons-nous de cette méthodologie créée par des consommateurs, portée par eux, vérifiée par eux. Parce que ça va, au-delà d'être une loi, on n'y arrive pas à moitié, hein, les lois, on en a vu beaucoup. Là, nous, la condition qu'on a donnée, c'est OK, mais une loi encadrée, vérifiée, contrôlée par les consommateurs eux-mêmes, comme c'est qui le patron. C'est-à-dire que c'est pas une loi de principe avec des lobbies qui, 3 mois après, hop, reprennent le truc en main, puis tu te rends compte que ça marche pas. Laissez des citoyens dans toutes ces réunions. Vous verrez que le plus costaud des responsables des grands lobbies du lait, quand il est en face, ça nous est arrivé une fois d'une dame qui a pris son jour de congé pour venir dans la réunion et qu'elle entend le grand laitier dire mais vous savez, nous, les 8 centimes, on peut pas les mettre, quoi. On vend tellement de lait, ça va nous bouffer des millions d'euros, vous comprenez, sur nos bénéfices de fin d'année. Alors, généralement, le monde s'arrêtait là, ou alors je ferme une usine. Alors là, le ministre, il dit, oula, bon, l'emploi, on arrête. Et là, la dame a levé le doigt en disant, attends, excusez-moi, mais c'est avec notre argent, là, que vous faites ces millions. Alors, nous, c'est important pour nous que le producteur gagne sa vie. Vous pouvez pas dire ça. Sinon, on n'achètera plus vos produits. Vous voyez, c'est des petites choses, toutes simples, mais qui créent une pression positive qui a changé les choses. Là, on n'est plus dans du virtuel. Il y a 5 ans, je vous aurais dit ça, on aurait dit, il rêve. Là, ça marche. Donc, cette loi va s'inspirer très concrètement de ses équipes patronnes, de sa méthodologie, de son approche.
et elle sera contrôlée, vérifiée par nous les consommateurs, pas nous les gens du bureau, hein. Vous demain, si vous devenez sociétaire et que partout en France, on fait ce boulot de réhumanisation de cette partie-là des coulisses de notre alimentation. Bon, donc à suivre de près cette loi pour laquelle voilà, vous êtes pleinement investi. Alors Julie, qui nous a rejoint sur le plateau, qui est au service communication chez nous, a recueilli les questions des étudiants qui sont derrière la plateforme. Donc Julie, voilà, peut-être poser un petit peu les différentes thématiques, parce qu'il y a dû y avoir... On a reçu pas mal de messages. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'on a reçu beaucoup de messages d'étudiants qui apprécient votre projet et qui trouvent que c'est une super initiative. Donc on va démarrer avec la première question qui nous vient de Maïlis, qui se demande pourquoi le nom « C'est qui le patron ?» Ah ouais, ça c'est... c'est qui le patron, je vais vous dire comment c'est né. À l'époque, on était... là, je suis à Avignon, vous voyez, j'étais en train à la gare d'Avignon. Et il y a près d'Avignon un magasin qui s'appelle Auchan-le-Pontet. Et dans ce magasin venait régulièrement, encore aujourd'hui, Gérard Mulliez, qui était le fondateur d'Auchan. Et à l'époque, on s'occupait de revaloriser les fruits et les fraises, notamment des producteurs locaux, qui étaient en concurrence avec l'Espagne. On avait mis la photo des producteurs, ça s'appelait le petit producteur, pour aider les producteurs à se sortir un peu de cette concurrence qui n'était pas normale entre une fraise espagnole qui a plutôt le goût d'un radis et une fraise française. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Bon. Et donc, il est dans cette... je me rappelle, c'était un reportage. Il est dans le magasin. Il y a une équipe de France 2, je ne sais pas quelle chaîne, qui filme. Il est face caméra. Et puis... Ah, vous m'entendez ? On n'est plus face caméra. Là, ça y est. Ah, ça y est, ça. Bon. Donc, il est face caméra. Et puis, il y a une petite dame qui arrive avec une pot de mayonnaise. Alors, elle le regarde. Alors, il a une cravate Auchan. Donc, elle s'approche du fondateur d'Auchan en disant excusez-moi. Alors, lui arrête tout, puisque, bon, on interroge. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la mayonnaise allégée ? Et là, toute l'équipe autour de ce fondateur de la grande enseigne est partie dans les rayons chercher. Ils ont trouvé un petit quart d'heure ou 10 minutes. Ils sont revenus. Ils ont donné la mayonnaise allégée et ils ont repris l'interview. Là, j'étais avec quelqu'un et je me rappelle lui avoir dit « Je crois qu'on a rencontré la patronne de Gérard Mulliez. » Voilà. C'est qui le patron ? Qui aurait pu, en France, stopper cette interview du fondateur d'Auchan, qui d'autre qu'une consommatrice ou un consommateur ? Donc, c'est une façon de clin d'œil. Tout est très cool chez nous et très bienveillant, mais de dire à tout le monde écoutez-nous, quoi. Hein. Finalement, c'est qui le patron ? C'est peut-être un peu les consommateurs. Une autre question ? Très bien. Ensuite, nous avons Valentin et Marie qui s'interrogent sur votre concurrence. De nombreuses autres marques proposent des produits dits solidaires. Sont-ils aussi transparents que vos produits ? Et cela a-t-il un impact sur vos communications et vos ventes ? Alors, sur les ventes, non. Alors, on peut pas vraiment savoir, mais c'est qui le patron a inspiré 13 ou 15 démarches. Mais si vous voulez, le ressenti qu'on a, nous, c'est qu'on est des consommateurs. Donc, quand vous êtes un consommateur, vous voyez arriver des démarches qui font la même chose qu'il y a des producteurs, vous êtes le plus heureux du monde. C'est vrai que c'est pas la réaction d'une marque. La marque, elle serait embêtée, elle y verrait de la concurrence, elle essaierait de lutter. Non, là, plus il y aura de marques qui défendront les producteurs, les aideront, plus les initiateurs de cette marque de consommateurs seront heureux. Encore une fois, c'est plus des valeurs qu'on veut voir se diffuser avant même que des produits. Donc ça, c'est la première chose à dire. Et puis, il n'y a pas de concurrence dans l'équité. On le répète dans un maximum d'occasions. L'équité, ça s'additionne à l'équité. Il n'y a pas de concurrence dans l'équité. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on reste vigilant. Parce qu'on ne veut pas que ce soit du marketing qui donne l'impression que, et qui en fait diluerait un peu le message, parce qu'en réalité, il n'y aurait pas autant d'aide. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'on s'est même interdit de le dire. Vous ne nous entendez même pas le dire en communication, parce qu'on sait qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément bien, parce qu'on veut garder ce message positif. On ne veut pas rentrer dans une lutte qui d'un seul coup pourrait créer un message un peu bizarre. Ouh là là, il y a peut-être des trucs dans l'équité qui ne sont peut-être pas aussi bien. Mais puisqu'on est entre nous, vous êtes que 1200, donc on peut quand même se le dire. Non, mais je le dis comme ça, parce que vous allez pouvoir, je crois, le décoder. Mais il y avait par exemple une notion qui est très simple pour le lait.
c'est que le prix payé par litre est important, bien sûr. Si c'est 20 centimes, le producteur ne gagne pas sa vie. Si c'est 41, 42 ou 39, là, comme c'est qui le patron, 41 avec les primes, là, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tous les volumes du producteur soient payés à ce prix-là. Parce que si vous avez un prix extraordinaire dans une brique de lait, pas 45 centimes par litre ou 44, mais que c'est seulement 5% des volumes du producteur à ce prix-là et le reste au prix mal rémunéré, sa vie ne change pas. Donc cette petite notion-là, on a quand même appelé tout le monde en disant faites en sorte quand même que ce soit bien réel, mais au nom de la bienveillance et du côté positif, on ne... Alors il y a des sociétaires qui sont plus virulents que l'équipe initiale parce que nous on s'y refuse, mais voilà, il y a des petits trucs, il y a des petites aventures marketing dans l'équitable. Mais bizarrement, elle ne marche pas. C'est ça qui est génial. Vous avez quasiment vu disparaître. C'est quand même bizarre. C'est quand même génial, quoi. C'est-à-dire que le truc, on a l'impression, en fait, que ça se sent ou pas, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais bon, voilà. C'est comme ça. Une autre question ? Oui, une question de Hugo. Est-il envisageable d'étendre ce principe à d'autres produits, comme la viande, par exemple ? C'est fait. Alors oui. Alors, donc, il y a 33 produits aujourd'hui, 20 familles de produits, dont le steak haché. Vous allez pouvoir les retrouver là, sur le site. Le steak haché, c'est pareil. On s'est posé des questions toutes simples. C'est dramatique. Achetez, s'il vous plaît, pour ceux qui mangent de la viande. Là, je sais que je ne veux pas faire un carton plein sur cette invitation. Là. Mais ceux qui mangent de la viande, achetez de la viande équitable. Ça ne change pas grand-chose. C'est toujours pareil. Oui, c'est dur. On n'a pas tous des moyens de le faire. Mais une fois, achetez un steak où tu es certain à l'autre bout que le producteur, c'est souvent des jeunes producteurs qui sont une gare noire, waouh, ils respirent, ça n'a pas changé le budget annuel. Avec un seul iPhone, je crois qu'on sauverait des milliers de familles en France. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et le cahier des charges, non pas de C'est qui le patron, le cahier des charges écrit collectivement par les consommateurs, vous pouvez le retrouver sur Internet. Vous avez même tous les questionnaires historiques qui permettent de refaire les questionnaires. Les producteurs nous ont dit que c'est le cahier des charges qualitatif le plus haut de France. On ne l'a pas fait encore exprès parce que c'est les réponses spontanées. Mais je veux dire par là que les centimes en plus, ils vous amènent une super qualité aussi à l'autre bout. Donc il y a 30 produits, 20 familles, 33 références qui existent aujourd'hui pour répondre à la question. Très bien. Question d'Elena. Êtes-vous en partenariat avec d'autres acteurs comme les restaurants, les associations, les collectivités ? Voilà, mais oui, c'est depuis peu. Il y a France Frais, qui est une structure d'ailleurs portée par des producteurs, qui est devenue la plus grande structure pour fournir les restaurants, les collectivités, les hôpitaux. Et donc maintenant, ça y est, il y a du lait, du beurre, de la farine qui est apparu dans les cantines, dans les EHPAD. Les EHPAD, c'était absolument génial. Et là, on a même eu un rendez-vous là récemment à la mairie de Paris qui veut aussi voir comment... dans les menus des enfants, on peut rajouter ces produits équitables. Parce que alors là, à chaque fois, je fais la même équation, mais dans un menu d'enfant, le fait que le lait soit équitable ou pas, que le beurre soit équitable ou pas, ou que la purée de pommes soit équitable ou pas, mais ça tient du millicentime, quoi. On a tous perdu de vue la réalité de ce que coûte réellement le fait qu'à l'autre bout, pour les produits portés par des producteurs, ne le faisons pas sur du Nutella ou du Coca, il n'y a pas d'intérêt. Mais un produit ou un producteur derrière bosse tous les jours, il nous nourrit, quoi. Les gens qui nous nourrissent, il faut qu'ils arrivent à se nourrir un minimum. Et c'est pas juste par pitié pour lui, c'est parce qu'encore une fois, en échange, on aura une agriculture française de qualité. Voilà. Il faut aller voir les infos sur le site. C'est 3 fois rien à chaque fois, et ça change la vie des gens à l'autre bout. En tout cas, merci beaucoup Nicolas, parce que c'est un entretien qui a été, je pense, très riche, très nourri. On vous souhaite bien évidemment une bonne continuation dans le développement de C'est qui le patron, parce que c'est primordial, je pense, aussi pour nos agriculteurs. On l'a vu, le message, je pense, est bien passé aujourd'hui. Nos étudiants pourront aller voir sur le site, devenir peut-être sociétaires aussi. Donc n'hésitez pas. Quand vous voyez cette petite bouteille de lait et tout ce qui est lié, vous allez voir, c'est tout à fait reconnaissable pour nos étudiants qui sont en communication. Ça ne devrait pas vous échapper. En tout cas, 1000 merci, même sur la route. On vous souhaite un bon voyage. Là, nous allons accueillir
tout de suite, dans quelques instants, pas immédiatement, mais dans quelques instants, Amélie Poisson de la Redoute, directrice de cette belle enseigne qui, elle aussi, a émergé, voilà, réémergé. C'est une vieille dame, hein, pas Amélie, mais la Redoute. Et voilà, on va redécouvrir une très belle histoire ensemble. Donc on vous laisse voilà, quelques instants. Et puis, merci à tous nos étudiants. À tout de suite. Merci beaucoup, Nicolas.